Merci à tous créoles de m'accueillir aujourd'hui avec vous et bravo d'avoir pris l'initiative d'agrémenter l'Assemblée générale annuelle d'un échange sur un épisode de l'histoire de la Martinique qui mérite d'être mieux connu. Merci à vous toutes et à vous tous d'être venus, d'avoir pris une partie de votre week-end pour venir échanger avec nous. Les événements dont nous allons parler se sont déroulés entre le 18 juin 1943 et le 15 juillet 1943, c'est-à-dire un petit mois, d'accord ? Mais ce sont des événements assez importants. À l'époque, les principaux dirigeants de la planète suivaient jour par jour et parfois heure par heure ce qui se passait à Fort-de-France et puis un petit peu moins du côté de la Guadeloupe. L'illustration de l'importance de ces événements et de leur portée est donnée par le général de Gaulle dans ses mémoires. C'est-à-dire que c'est un livre, il y en a une quinzaine comme ça, qui raconte un peu toute l'histoire du général de Gaulle. Et que dit le général de Gaulle sur ces événements de juin-juillet 1943 en Martinique ? Il dit ceci: au moment même où, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, se dissipaient les dernières équivoques, les Antilles françaises se ralliaient d'un grand élan. Elles le faisaient d'elles-mêmes sans que les Alliés y eussent directement concouru. Donc son témoignage mérite d'être noté. Et un autre témoignage, mais venant d'une autre partie de la sphère politique, c'est celui de Frantz Fanon. Frantz Fanon, je le rappelle, a fait la guerre, il a été blessé pendant la Deuxième Guerre mondiale, et puis après il est parti faire sa carrière. Que dit-il dans un article de la revue Esprit, paru en 1955, article intitulé « Africains et Antillais ». Il dit ceci: en 1943, lassé par un ostracisme auquel il n'était pas habitué, irrité, affamé, les Antillais, autrefois répartis en groupes sociologiques fermés, brisaient toute barrière, se mettaient d'accord sur certaines choses. Entre autres, que ces Allemands avaient dépassé les limites et arrachaient, les Antillais, arrachaient, appuyés par l'armée locale, le ralliement à la France libre. L'amiral Robert, cet autre Allemand, comme il dit à l'époque, les méchants étaient tous des Allemands, cédait. Donc, voilà une illustration de l'importance de ces événements. Alors, pourquoi tous ces responsables suivaient aussi attentivement ce qui se passait en Martinique et puis aussi en Guadeloupe et en Guyane? Pour trois raisons, principalement. La première raison, elle est géographique. On voit bien que les Antilles sont à côté du canal de Panama, qui est quand même le cordon ombilical de l'économie depuis fort longtemps, en Occident en tout cas. Les Antilles sont également du côté des principales villes des États-Unis et du Canada. Toute la côte est des États-Unis et du Canada, eh bien, se trouve tout près des Antilles. Ça, c'est donc une raison, je dirais, géostratégique évidente. Il y a une deuxième raison, c'est qu'il y avait de l'or en Martinique, pas dans les entrailles de notre terre, mais la Banque de France, un peu avant le déclenchement des hostilités, avait fait transporter au fort de Zay, par l'Émile Bertin, que nous allons retrouver tout à l'heure, eh bien, une partie des stocks d'or. Les stocks d'or totaux de la Banque de France s'élevaient à ce moment-là à environ 2500 tonnes. Eh bien, il y en a eu un peu moins de 300 stockés à Dezé. Donc, il y avait beaucoup d'espionnage à cette époque, comme pendant toutes les guerres. Tout le monde savait qu'à la Martinique, il y avait de l'or. Et puis, il y avait une troisième raison d'ordre plus strictement militaire, puisque nous avions ici une quinzaine de bateaux de guerre. Il y avait des pétroliers, des bateaux de transport de pétrole. Il y avait également un croiseur, donc, qui était l'Émile Bertin, qui était réputé être le plus rapide du monde à cette époque-là. Il y avait un porte-avions, le Béarn, sur lequel il y avait pas moins de 106 avions et qui pouvaient intéresser également tous les belligérants. Alors, il y avait de la part des dirigeants,
un soin particulier de savoir ce qu'allait devenir, et l'amiral Robert a maintenu pendant très longtemps sa volonté, sa politique de neutralité par rapport aux autres puissances. Alors, notre ami, le Premier ministre, entre guillemets, Winston Churchill, on se rappelle qu'en 1940, il avait fait bombarder la flotte française à Mers el-Kébir, ce qui avait provoqué la mort d'environ 1300 matelots et la disparition de plusieurs bateaux importants de la flotte de guerre française. Et personne n'excluait l'hypothèse qu'il fasse venir quelques bateaux, ou 2 ou 3 bateaux aux Antilles pour détruire la petite flotte qu'il y avait à Fort-de-France. Donc il fallait se garder. Quant aux Américains, c'était la doctrine de Monroe qui prévalait, bien entendu, déjà à ce moment-là. Et en 1940, à Cuba, s'est réunie une grande réunion un peu sous le modèle de la Commission économique pour l'Amérique latine d'aujourd'hui, mais c'était dans le domaine militaire. Et les Américains ont fait acter par tous leurs voisins que l'Amérique devait être maîtresse de l'Amérique. C'est-à-dire qu'on n'allait pas admettre ni que les Anglais, ni que les Allemands arrivent. Donc les Américains suivaient ce qui se passait en Martinique comme le lait sur le feu. Et puis naturellement, les Allemands, bien entendu. Mais les Allemands n'ont jamais pris pied en Martinique, sauf un dont on va peut-être dire un mot tout à l'heure. Donc il y avait des raisons très précises pour que les principaux dirigeants de la planète s'intéressent à ce qui se passait en Martinique il y a maintenant 80 ans. C'était en 1943, donc nous sommes dans la 80e année. Alors, que s'est-il passé? Mais avant de dire ce qui s'est passé, il faut faire un retour en arrière. Donc, le schéma que je propose pour cet échange, qui sera suivi évidemment d'une discussion, c'est d'abord qu'on regarde, qu'on constate qu'il y eut chez nos aînés de la clarté. Ensuite, qu'il y eut de l'unité, et après, qu'il y a eu de l'efficacité. Il y a eu de la clarté, il y a eu de l'unité, et il y a eu de l'efficacité. Alors, pourquoi dis-je qu'il y a eu de la clarté? C'est qu'en réalité, les Antillais ont compris de quel côté ils avaient intérêt à aller, et ils l'ont manifesté très clairement. Et comment ont-ils compris? C'est parce qu'il y avait eu, dans les années qui précédaient, et là il faut faire un petit retour en arrière, une montée des périls assez exceptionnelle. Et ils savaient que ces périls-là étaient encore plus des périls pour les nègres que des périls pour les autres. Alors, quelle était la montée de ces périls? Quels étaient ces périls? On ne va pas remonter à Mathusalem, on remonte aux années 20 simplement. En 1922, en Italie, Mussolini prend le pouvoir. C'est le fascisme qui s'installe officiellement. D'accord? En 1925, Hitler publie Mein Kampf, Mon combat. Et qu'est-ce qu'il dit dans Mein Kampf? Il dit 3 choses principalement. D'abord, il y a des races supérieures et il y a des races inférieures. Deuxièmement, les Juifs sont responsables de tous les malheurs de l'Allemagne et du monde. Et troisièmement, la France, l'Allemagne a perdu la guerre contre la France et d'autres, et c'est injuste. Nous avons nous Allemands, à prendre une revanche sur tous ceux qui sont censés nous avoir battus en 1914-1918. Donc, les Antillais suivaient ça. Quand on dit qu'il y a des races supérieures et des races inférieures, on sait ce que ça veut dire. Il y a eu une occupation à la suite de la Première Guerre mondiale de l'Allemagne par les troupes alliées. Dans ces troupes alliées, il y avait des Français, des soldats français. Et parmi ces soldats français, il y avait des Noirs. Il y avait des Sénégalais, il y avait des Tunisiens, il y avait des Algériens, il y avait des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Guyanais, etc. Eh bien, qu'a fait le mouvement nazi très rapidement?
il a exigé que fussent sortis d'Allemagne les Noirs. Je peux prendre un petit peu d'eau là. L'expression qui a été utilisée et qu'on retrouve dans certains bouquins, la honte noire. C'est-à-dire qu'ils considéraient qu'ils avaient déjà subi la honte de la défaite et on leur infligeait en deuxième lieu la honte noire. Donc l'ambiance était bien connue, on accusait les soldats noirs en garnison de toutes sortes de choses, y compris les choses les plus imaginaires, pour obtenir que les blondes allemandes ne soient pas violentées par les nègres d'Afrique. Après cet épisode-là, il y a eu la grande crise de 1929, au cours de laquelle la Martinique a été touchée, c'est-à-dire que les exportations de rhum, de sucre, un peu de banane, etc., étaient extrêmement difficiles. Et puis, il y a eu des millions et des millions de chômeurs. Je rappelle qu'en Allemagne, quand on voulait, l'inflation était telle qu'il fallait, quand on avait acheté un paquet de cigarettes, prendre sa brouette et porter une brouette d'argent au tabac. Et entre le moment où on partait de chez soi et le moment où on arrivait au tabac, le prix du paquet de cigarettes avait augmenté. Donc beaucoup de chômage, beaucoup d'inflation, et c'est sur ce chômage et cette inflation que Hitler s'est fait sa clientèle électorale qui lui a permis d'accéder au pouvoir en 1933, en janvier 1933, après des élections, il y a eu 2 élections, des élections apparemment tout à fait démocratiques. Il a pris le pouvoir pas par la force. Une fois qu'il a été installé, il a installé la force, mais pour y arriver, il est passé par les urnes. Donc Hitler est au pouvoir. En 1933, donc, parmi les premières mesures qu'il prend, c'est important pour la suite, il décide de faire passer la semaine de travail des salariés allemands de 48 heures à 60 heures. Il fait passer la semaine de travail de 48 heures à 60 heures. Les usines marchent à plein, et notamment les usines d'armement. Donc c'est un signal très, très clair. Les espions de l'époque savaient très bien, il n'était pas nécessaire d'être espion pour savoir que l'Allemagne était en train de se réarmer. Quelques mois et années passent, arrive l'année 1936, et en mars 1936, 80 000 hommes militaires allemands envahissent la Rhénanie, ce qui était totalement interdit par le traité de Versailles. Envahir la Rhénanie, c'est-à-dire je recommence la guerre de 1914-1918. Alors, d'après les indications qu'on peut avoir, les instructions données aux généraux allemands à cette époque-là, c'était de faire machine arrière s'il y avait le moindre coup de feu de tirer par les Français. Il n'y a pas eu le moindre coup de feu tiré par les Français, ni par les Anglais. On a laissé faire Hitler. Donc, la voie était ouverte et les Martiniquais et les Guadeloupéens voyaient la montée de cet hitlérisme. Quelques mois après l'invasion de la Rhénanie, le gouvernement de Front populaire arrive. L'une de ses premières mesures, ça a été de faire passer la même semaine de travail de 48 heures à 40 heures, et puis d'accorder 2 semaines de congés payés. Or, ce sont des conquêtes sociales qu'il n'est pas question de discuter, mais 2 choses à en dire. La première, c'est que comme signal à Hitler, il n'y avait pas mieux, on n'est pas prêt à faire la guerre, le pacifisme triomphe. Et puis, autre signal différent pour les Martiniquais, c'est qu'ils étaient dans un pays où il y avait encore énormément de racisme, énormément d'inégalités à ce moment-là. Ce n'est pas comparable à ce que nous connaissons aujourd'hui, mais où on est capable d'accorder des congés payés aux ouvriers. Et ça, c'est très important. À l'époque, la France était véritablement en avance, et donc faire partie d'un pays qui accordait la semaine de 40 heures et qui accordait 2 semaines de congés payés par an, c'était un privilège exceptionnel. Et ça explique en partie ce qui s'est passé après. Et puis les mois et les années passent, on arrive à 1939, c'est-à-dire fin août, début septembre.
l'Allemagne envahit la Pologne, l'Angleterre et la France, qui étaient liées par un pacte de solidarité, déclarent la guerre à l'Allemagne, mais ni l'Allemagne, ni la France, ni l'Angleterre ne font la guerre à l'Allemagne, en réalité. Et donc les choses en restent là, c'est ce qu'on appelle la drôle de guerre, on l'a déclarée, mais on ne la fait pas. Et puis quelques mois après que Hitler se soit bien installé en Pologne, eh bien, il débarque, et puis c'est tous les événements de mai-juin, où il arrive en France par les Ardennes, et puis il soumet la France en quelques semaines, hein, au printemps de 1940. À ce moment-là, Hitler est le patron de l'Europe. Et en France, il installe qui il veut. On nous parle beaucoup de l'esclavage aux Antilles. Il faut avoir la lucidité de dire que la France, entre 1940 et 1944, était l'esclave de l'Allemagne. C'est-à-dire que n'importe quelle troupe allemande entrait dans n'importe quelle maison et faisait ce qu'elle voulait, avec le papa, la maman, les enfants. C'était ça la réalité. Ça s'est produit, il ne faut pas se faire d'illusions, ça s'est produit. C'était une situation absolument dramatique pour la France, que nous n'avons pas connue au même degré. Et puis, en 1940, le 18 juin 1940, un général relativement peu connu, qui avait été nommé quelques jours avant sous-secrétaire à la guerre, dit « Moi, général de Gaulle, je n'accepte pas la défaite et j'appelle tous ceux qui veulent se battre pour la France libre à me rejoindre à Londres. » C'est un événement évidemment fondamental. Et dès le 24 juin, les Martiniquais se positionnent en fonction de cela. Je vais y revenir tout à l'heure. En 1940, que se passe-t-il en France ? Eh bien donc c'est la défaite, la débâcle. 3 jours après, Hitler vient un dimanche matin, enfin un matin très tôt, visiter Paris, visiter les Invalides, visiter le Trocadéro, etc. Et puis la Troisième République s'effondre et donne le pouvoir au maréchal Pétain. Alors ça s'est passé le 9 et le 10 juillet 1940, à Vichy. Le Parlement est réuni, il y a 2 chambres, il y a le Sénat, il y a l'Assemblée nationale. Les 2 chambres, le 9 au soir, se réunissent chacune de son côté. Et elles votent, et au total, il y a environ 650 parlementaires. Tous ne sont pas là. Monerville, par exemple, n'était pas là. Victor Sévère n'était pas là. Mais un peu plus de 600 parlementaires, ils votent, et il n'y a pas plus de 5 ou 6 parlementaires dans chacune des chambres qui votent contre les pleins pouvoirs à Pétain. C'est-à-dire il y a une quasi-unanimité. Et puis le lendemain, le 10 juillet, les 2 chambres se réunissent. Bon, pendant la nuit, un certain nombre, évidemment, réfléchissent, et il se trouve qu'il y a seulement 80 parlementaires pour dire à Pétain, nous ne vous donnons pas les pleins pouvoirs, nous allons essayer de nous en sortir autrement, mais tous les autres ont voté, de droite et de gauche, hein, tous les autres ont voté pour les pleins pouvoirs à Pétain. Mais il faut se rappeler que l'Assemblée nationale qui était là et qui a donné les pleins pouvoirs à Pétain, c'était exactement la même assemblée que celle du Front populaire. Parce qu'il n'y a pas eu d'élection entre 1936 et 1940. Donc l'Assemblée du Front populaire, très majoritairement, a voté les pleins pouvoirs à Pétain. Il faut se le rappeler. Quelle a été l'attitude des Antillais ? Eh bien, il y a eu Lemery, qui, je le rappelle, Henri Lemery était un mulâtre parlementaire, enfin sénateur de la Martinique, qui était un bon ami au maréchal Pétain. Eh bien, il a soutenu naturellement les pleins pouvoirs à Pétain, et Pétain l'a nommé au gouvernement. Il a été pendant quelques semaines ministre des colonies. Lagosière, qui était également parlementaire, s'est abstenu. Il était là, il a fait partie d'une vingtaine à peu près de personnes qui se sont abstenues. Et Victor Sévère n'était pas là, Monerville n'était pas là. Mais l'attitude de Lemery, l'attitude de Lagosière a été plutôt de dire oui. Alors, je tiens à dire que dans mon esprit, et parce que
comme tout le monde, j'ai réfléchi beaucoup à ça. Il n'est pas question de dire celui-ci avait raison, celui-là avait tort, parce qu'aucun de nous ne sait ce qu'il aurait fait s'il s'était trouvé dans les mêmes conditions. Mais il est quand même important de savoir ce qu'a fait X, ce qu'a fait Y, notamment pour interdire qu'un certain nombre d'historiens de pacotille après viennent inventer des choses. Sur l'histoire, il faut être très clair, je distingue pour ma part, je fais un aparté très rapide. Il y a l'histoire et il y a le récit historique, qui sont deux choses tout à fait différentes. L'histoire, c'est la masse de milliards de faits, d'événements, d'idées qui se sont développées dans le passé et dont personne ne peut prétendre connaître l'intégralité. Si on demande à chacun d'entre nous ce qu'il faisait il y a un an, le 30 septembre, je suis sûr qu'aucun de nous n'est capable, sauf s'il y a eu un événement particulier dans la famille, de savoir ce qu'il faisait il y a un an. Alors donc, essayer, enfin, se prétendre complet sur des choses qu'on n'a pas vécues, qui se sont passées il y a des centaines d'années, voire des milliers d'années, et sur lesquelles on ne peut avoir chacun à sa place qu'une toute petite partie d'informations, c'est présomptueux. Et puis, à côté de cette histoire, de cette masse énorme de faits, d'événements et d'idées, il y a le récit historique, c'est-à-dire ce que chacun de ceux qui se sont penchés sur les problèmes en question a retenu en fonction de sa personnalité, en fonction de ses préoccupations, en fonction de ses choix idéologiques. Et l'histoire, sachons-le, depuis l'enfance, nous est apprise à travers un prisme déformant qui est le prisme de ceux qui font des programmes scolaires et qui leur donnent certaines orientations. Et c'est en partie parce que les livres d'histoire de la France n'ont pas été très sérieux sur beaucoup de domaines, notamment quant à la vision qu'ils comportaient sur le reste du monde, eh bien que la France est aujourd'hui en grande difficulté pour appréhender le monde dans lequel elle vit. Voilà un peu donc ce que je veux dire sur cette partie-là, la première partie, c'est-à-dire les événements qui se sont passés, et puis la clarté, enfin il faut que je termine sur la clarté de la décision, du comportement des Martiniquais, le 24 juin, c'est-à-dire juste 6 jours après l'appel du général de Gaulle, eh bien, à part les attitudes que nous avons vues des parlementaires, les maires et conseillers généraux se sont réunis à Fort-de-France. Et ils ont voté une motion à l'unanimité disant « Nous voulons continuer le combat avec le général de Gaulle pour la France libre, avec la France combattante, nous voulons rejoindre le général de Gaulle. » Et l'amiral Robert, qui était là, eh bien, enfin, à qui la motion a été envoyée, ne l'a jamais transmise à Robert, il l'a gardée et puis il a fait un papier à Robert disant bon, on va s'adapter à la situation, mais il n'a pas été très honnête dans sa relation avec Robert quant à ce qui se passait en Martinique. Donc, les élus, donc tous les maires, tous les conseillers généraux ont dit on est du côté de Robert. Mais ça ne veut pas dire, du côté de Gaulle. Mais ça ne veut pas dire que toute la Martinique était du côté de Gaulle. Il y a eu dans toutes les communautés des gens qui étaient contre De Gaulle et des gens qui étaient pour De Gaulle. Alors ça nous fournit la transition vers la deuxième partie de l'exposé. Voilà, ça va, on a encore le temps. C'est la force de l'unité. Disons qu'après avoir connu tout ce qui s'était passé en Italie, en Allemagne, en Europe en général, eh bien, les Martiniquais ont eu à se positionner, parce que c'est une île, la Guadeloupe aussi, la Guyane également, sur ce qu'il fallait faire, quoi, à partir de là. Qu'il y ait eu un certain nombre d'acharnés de la soumission, c'est vrai. Et puis il y a eu
dès l'année 1940, il y a eu les dissidents qui sont partis. Ce n'est pas l'objet de l'entretien d'aujourd'hui, mais nous avons eu au total, pour aller vite, autour de 5000 dissidents qui ont quitté la Guadeloupe, qui ont quitté la Martinique pour aller à Sainte-Lucie, pour aller à la Dominique, ensuite rejoindre par Porto Rico parfois, mais parfois aussi directement, les États-Unis, le Fort Dix, pour être formés, ensuite aller faire la guerre. Mais sur les 5000, il n'y en a eu que 2000 au total qui sont partis effectivement faire la guerre. 3000 n'ont pas eu le temps de partir parce qu'entre-temps, les choses avaient évolué en Martinique. Alors, deuxième aspect des choses, les Martiniquais ayant majoritairement et très clairement opté pour le combat aux côtés du général de Gaulle, il a fallu réaliser l'unité de ceux qui étaient pour le général de Gaulle. Il ne s'agissait pas de faire l'unité de tous les Martiniquais, il s'agissait de faire l'unité de ceux qui étaient pour le général de Gaulle. Alors, quels ont été ceux qui ont été à l'origine de cette unité? Il y a eu en fait un comité martiniquais de libération nationale présidé par Victor Sévère et avec comme vice-président Emmanuel Rimbaud. Et l'âme de ce comité martiniquais de libération nationale, ça a été Emmanuel Rimbaud. Il a été très actif dans cette affaire-là, et quand De Gaulle, bien des années après, est passé en Martinique, il a tenu à rencontrer Emmanuel Rimbaud. Alors, je vais lire, parce qu'elle est quand même assez longue, la liste de ceux qui composaient le comité martiniquais de libération nationale en 1943. Alors, Henri Rébaud-Bellé, qui était ingénieur, Henri Belloni, qui était agriculteur industriel, Alain Berthet, Léopold Bissol, Léontel Calvaire, Lucien Cognette, Étienne Courville, Octave Desportes, Docteur Linval, Georges Lauger, Henri de Pompignan, Auguste Réjon, Joseph de Rénal, Paul Chinois-Siron, Antoine Séry, Paul Saint-Fort, Docteur Emmanuel Véry. Ça ressemble à un tableau d'honneur, mais ce n'est pas complet parce que d'autres personnes se greffaient autour de ce comité et travaillaient énormément. Alors, ce comité ne s'est pas révélé immédiatement. Disons que c'est au début de 1943, lorsque les Américains ont commencé à faire une pression très forte sur l'amiral Robert pour que celui-ci passe du côté américain, que le comité s'est fait connaître. Le général de Gaulle entretenait des correspondants en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, enfin des gens qui étaient plus ou moins dans le secret, également à Barbade, à Trinidad, il avait des agents un peu partout. Et celui qui était en charge des Antilles, c'est quelqu'un qui s'appelait Jean Massip. Il avait un autre nom, un nom de guerre, mais son nom c'était Jean Massip. Alors ce comité a commencé à se faire connaître et il a réussi, je dirais, à faire en sorte que tout le monde travaille ensemble. C'est ce que disait Fanon, je reprends la citation de Fanon. En 1943, lassé par un ostracisme auquel il n'était pas habitué, affamés, irrités, les Antillais, autrefois répartis en groupes sociologiques fermés, brisaient toute barrière et se mettaient d'accord sur certaines choses. C'est exactement ce qui s'est passé à ce moment-là et que peut-être on peut rêver de voir se reproduire un jour à la Martinique. Alors, il fallait organiser la population et il fallait faire en sorte que le jour J, il y ait des actions permettant de vaincre ceux qui étaient au pouvoir. Alors, il est utile quand même de rappeler que ceux qui étaient au pouvoir, là aussi, il ne faut pas, on entend parfois des choses incroyables, ceux qui étaient au pouvoir faisaient quand même quelques misères aux Martiniquais. D'abord, les maires légalement élus ont été virés,
il faut le dire. Et puis Robert a mis à leur place un certain nombre d'amis à lui, en qui il avait grande confiance. Les problèmes de ravitaillement évoluaient en fonction des relations qu'il y avait entre Robert et les Américains. Les queues étaient très longues et puis souvent les mamans revenaient sans avoir pu avoir un peu de morue, un peu de viande, un peu de poisson. Le troc se généralisait. Les chaussures se faisaient avec les pneus et les chambres à air de voiture. La liberté n'était pas respectée. Disons qu'il y avait un officier de marine qui s'appelait Bell, qui était celui qui censurait toute forme d'expression en Martinique. Et c'était vraiment un temps qui a laissé un très très mauvais souvenir dans l'esprit des uns et des autres. Parmi les autres acteurs de ce qui se passait, il y avait Tropique. Disons que l'équipe d'intellectuels de Tropique, notamment avec Césaire, Suzanne Roussier, etc., a commencé à partir d'avril 1941 à sortir un journal assez régulièrement. Bon, Robert, il faut en parler quand même parmi les acteurs majeurs. Quelle était son attitude? Enfin, il faut savoir que Robert était un amiral à la retraite, qui a senti venir la guerre quand les Allemands ont commencé à bouger en Pologne, et il a fait connaître au ministère des colonies qu'il était prêt à sortir de sa retraite pour reprendre du service actif. Donc quand la guerre a commencé, il a été rappelé et il a été nommé amiral en chef du théâtre d'opération de l'Ouest Atlantique. C'est-à-dire ça partait depuis Saint-Pierre-et-Miquelon, mais Saint-Pierre-et-Miquelon, il n'a pas eu à s'en occuper, parce que l'amiral Muselier avait pris possession de Saint-Pierre-et-Miquelon déjà, au nom de la France libre, et puis il était patron donc de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, et il surveillait ce qui se passait. C'était un amiral de très haut niveau, c'était l'une des vedettes de la marine française à l'époque, et il faut avouer, d'ailleurs ce sera constaté après son départ, que la situation dans laquelle il se trouvait n'était pas une situation facile et qu'on ne peut pas lui faire que des reproches sur ce qu'il a fait. Mais on va y revenir tout à l'heure. Autres acteurs qu'il fallait mobiliser, il y avait les militaires. Il y avait d'un côté les marins et de l'autre côté l'armée de terre. La marine, c'était 5000 hommes au total, 2500 marins et 2500 marsouins, c'est-à-dire une troupe quand même très importante, bien armée, avec une quinzaine de bateaux, je le disais, qui étaient en mesure d'attaquer n'importe quel fort situé autour de Fort-de-France ou bien en dehors de Fort-de-France. À Balata, il y avait une compagnie de 200 hommes. Au plus fort des actions, il n'y a pas eu plus de 450 hommes à Balata, et ces hommes étaient d'origines diverses. Il y avait des Martiniquais, il y avait des Européens, il y avait des Sénégalais, il y avait des gens qui étaient là un petit peu en fonction des hasards de la guerre. Et certains d'entre eux étaient tout à fait gaullistes, d'autres ne l'étaient pas du tout. Donc il a fallu établir des contacts avec ces gens-là. Mais l'acteur, je dirais, primordial des événements que je vais décrire, eh bien c'était le peuple martiniquais. C'est-à-dire que c'est lui qui partout manifestait son mécontentement, faisait de l'agitation, rouspétait contre Robert, etc., etc., avec la participation de ceux qui étaient dans le comité officiel, mais de manière spontanée, énormément de Martiniquais manifestaient leur refus de la dictature et le refus de ce que faisait l'amiral Robert. Donc c'était vraiment un personnage important. Alors, je ne vais pas décrire dans la flotte, on en a déjà parlé, mais c'était des marins. Les marins étaient mieux payés que l'armée de terre. Ça a expliqué d'ailleurs des oppositions assez vives entre les marins et l'armée de terre. Ils étaient mieux payés, ils allaient acheter ce qu'ils voulaient, y compris les Martiniquaises, il faut dire les choses. Et ils allaient dans les campagnes
acheter les fruits et légumes et tout ce la viande, etc., au prix qu'ils voulaient. Ils avaient des véhicules pour transporter, ils avaient les bateaux pour transporter, etc. Donc, ils avaient quand même une prééminence par rapport au reste de l'armée. Le reste de l'armée à Balata faisait de l'agriculture, était mal payé, mal considéré. Il y avait des problèmes de racisme entre ceux qui étaient à Balata et ceux qui n'y étaient pas. Mais enfin, la force, incontestablement, était du côté de l'amiral Robert. Parmi les officiers de Balata, je veux citer le nom du lieutenant Roland Théodose, que certains d'entre vous ont connu. Roland Théodose était un jeune ingénieur agronome. Il venait de finir ses études en 1939 quand il a été embarqué dans la guerre et puis il s'est retrouvé après beaucoup de péripéties à la Martinique. Et il a, en fait, beaucoup d'entre nous l'ont connu. Et après la guerre, il est devenu le patron d'une station. C'est important de savoir ce que sont devenus certains de ceux qui étaient là. Il est devenu le patron d'une station de vanille à Madagascar. Il en a fait la première station de recherche et de vanille au monde. Et à son époque, grâce à lui, Madagascar a été le premier producteur au monde de vanille. Il était l'expert numéro 1. Et puis quelques années après l'indépendance, il y a eu quelques petits jeunes, notamment il m'a parlé d'une jeune femme, ingénieure, et qui a débarqué en Talaha après l'indépendance, quelques années après l'indépendance, et puis elle a prétendu lui expliquer comment on faisait de la recherche, de la production en vanille. Bon, il est resté là quelque temps, et puis après il a pris sa retraite, il est parti à Paris, où il est mort d'ailleurs tout seul, dans des conditions un petit peu dramatiques. Mais il était le collaborateur de Tourtet. Alors, qui était Tourtet ? Tourtet était, on est déjà entre la deuxième et la troisième partie, après l'union, on passe à l'efficacité. Tourtet, c'était un commandant européen qui était en poste en Guyane. Et en Guyane, la Gestapo a fait savoir à Robert que Tourtet était un gaulliste. Bon. Robert le fait venir en Martinique pour l'avoir sous sa main. Mais il lui donne des fonctions relativement banales, finalement. Il le met substitut du procureur des armées en Martinique. Autrement dit, il ne faisait pas grand-chose. En réalité, Tourtet faisait le va-et-vient, il faisait l'agent de liaison, et des documents que j'ai reçus pas plus tard qu'hier me conduisent à dire que son rôle était un peu plus compliqué que beaucoup de gens ne le pensent. Et bon, enfin, c'est lui qui, à un moment donné, a joué un rôle décisif. Alors, les événements eux-mêmes, nous allons y arriver, mais je crois qu'il était important de contextualiser. En histoire, il faut toujours contextualiser. Le 18 juin 1940, c'est l'anniversaire de l'appel du général de Gaulle. Eh bien, le 18 juin 1943, les gaullistes se réunissent à Fort-de-France pour dire « Vive de Gaulle » en un mot. Et puis, ça se passe dans le calme, mais la manifestation n'a pas un succès terrible parce qu'elle n'a pas été beaucoup annoncée. Donc, un certain nombre de ceux qui y étaient et un certain nombre de ceux qui n'y étaient pas se retrouvent le 24 juin, donc en 1943, au monument aux morts pour clamer leur attachement au général de Gaulle. Et à ce moment-là, Robert réagit, il en fait arrêter plusieurs. Il fait arrêter Rimbaud, il fait arrêter Cognette, il fait arrêter Véry, il fait arrêter Victor Sévère. Bref, alors arrêter ces différents cas par cas. Il y en a qui étaient simplement assignés à domicile. Mais l'erreur qu'il fait, Robert, c'est d'envoyer Emmanuel Rimbaud à Balata, dans la caserne de Balata. Bon, Rimbaud avait une maison pas très loin, qui existe encore et qui est en cours de rénovation. Il l'envoie à Balata, et bien que fait Rimbaud, qui avait une tchatche terrible,
eh bien, il convainc les militaires de Balata de rejoindre. Donc, le mouvement, c'est très important de se rappeler ça. Le mouvement n'a pas été initié par les militaires. Le mouvement a été initié par la population civile, la société civile. Et ce sont des civils que Robert a fait arrêter dans un premier temps. Alors, Robert demande à Véry, parce que quand il y a ces arrestations, il y a 10 000 personnes dans les rues de Fort-de-France en quelques minutes. La population se lève et dit on ne va pas accepter que les gens qui nous défendent soient arrêtés, etc. Et Véry intervient, il dit à Robert, le calme peut revenir, mais commencez par libérer les gens que vous avez assignés ou que vous avez emprisonnés. Ce que Robert fait. Donc, nous sommes à ce moment-là, le 25, le 26 juin, toujours. La température monte un peu partout. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que les gens commencent à vraiment être affamés, ils sont fâchés, etc. On va crescendo, je dirais, et le 27, qui est un dimanche, à l'occasion d'une messe, Robert fait savoir qu'il est décidé à faire régner l'ordre coûte que coûte. Le lendemain, lundi, d'un côté, la garnison de Balata va marcher dans le nord, notamment avec Roland Théodose, et de l'autre côté, l'amiral Robert va sur l'Émile-Bertin, qui est en cale sèche à ce moment-là. Et il fait un discours très dur. Un discours très dur. Alors le 29, enfin entre le 27 et le 28, il y a des contacts qui sont établis de manière très précise entre le comité martiniquais de libération nationale et les militaires de Balata. Alors celui qui prend l'initiative de réclamer le départ en dissidence des militaires de Balata, c'est quelqu'un qui a un beau prénom, Maurice, qui s'appelle Renvoisé. Maurice Renvoisé, qui est simplement lieutenant, il dit nous, on ne veut pas continuer avec ceux qui nous commandent là. Et notamment, il remet en cause l'autorité du colonel Quenardel, qui est le colonel commandant en chef des forces aux Antilles, le colonel Quenardel. Il demande à Quenardel de prendre la tête de la révolte. Quenardel refuse. Il a peur. Et il demande donc à ce moment-là à Tourtet. Tourtet commence par refuser. Il dit il faut insister auprès de Quenardel. Quenardel refuse. Et Quenardel va jusqu'à dire je veux me constituer prisonnier entre vos mains. Quenardel, colonel. Alors, Tourtet lui dit on n'a pas besoin d'un colonel ici aujourd'hui, vous pouvez rentrer chez vous. Et puis, Tourtet finit par accepter d'être celui qui va conduire les armées. Mais en réalité, il n'y a pas eu l'occasion pour les militaires de Balata de sortir de la caserne. Au contraire, beaucoup de gens sont venus, pour ça que de 200, ils passent à environ 450, mais ils ne tirent pas, ils ne descendent pas à Fort-de-France. Alors, il est convenu, et c'est là, le 29 juin, que l'essentiel se jouera, donc le 29 juin, il est convenu que la foule va se réunir devant la caserne Gallieni à Fort-de-France, mais une foule de 8 000, 10 000, 12 000 personnes, foule énorme. Et que, sitôt cette foule réunie et mobilisée, protégée par les militaires qui étaient à Gallieni, eh bien, un message soit envoyé à l'amiral Robert et à toutes autorités. Et je vais vous lire. Et ça, le mérite de Tourtet, d'avoir eu le courage, en tout cas, quoi qu'on puisse dire par ailleurs de sa personnalité, de signer ce message. Mais ce n'est pas un message à la De Gaulle, c'est très important de le dire. De Gaulle a dit « Moi, général de Gaulle ».
je prends l'initiative de, etc. Suivez-moi. Le message de Tourtet n'est pas du tout comme ça, je vais vous le lire. À toutes autorités, troupes Cambalata, auxquelles se sont joints nombreux éléments armés, se déclarent en dissidence et demandent ralliement au gouvernement de la France combattante, défendront leur position par les armes et jusqu'au bout. Donc, on a l'impression que ce n'est pas lui qui parle, mais qu'il est porte-parole d'un certain nombre de militaires. Mais il savait qu'il avait la confiance de tous ces militaires-là. Donc, il a envoyé ça, et en concertation, naturellement, avec le comité martiniquais de défense, de libération nationale. Un élément que je n'ai pas cité, c'est que le 27 et le 28, Robert a proposé à Tourtet et aux autres militaires de Balata de partir, soit individuellement, soit après qu'ils soient mis à leur disposition des bateaux pour aller rejoindre la résistance à la Dominique, ou bien il avait même fixé un arc entre Préchère et Grand-Rivière, où il disait pouvoir mettre un ou des bateaux à disposition des militaires pour qu'ils partent. Et à ce moment-là, il y a eu une concertation entre les militaires et le comité de libération nationale. Évidemment, la réponse a été négative, parce que si les militaires partaient dans ces conditions-là, d'abord c'était des conditions sans honneur, un départ totalement dans le déshonneur, et puis les militaires laissaient sans protection la population civile. Donc il était très important qu'on dise non. Bref, donc le 29, il envoie ce message, et Robert comprend, après qu'il ait parlé, semble-t-il, avec Monseigneur Henri Varin de la Brunelière, que quelques-uns d'entre vous ont connu, qui était l'archevêque envoyé à ce moment-là. L'archevêque lui dit, mais il faut faire quelque chose, on n'allait pas pouvoir rester comme ça. Et Robert lui dit, mais je maintiendrai l'ordre coûte que coûte. Et l'évêque lui dit, même au prix du sang. Et l'autre lui dit, ça c'est une autre histoire. Mais il était prêt à faire couler le sang. À ceux qui pensent que manifester à l'époque n'était pas très dangereux, aujourd'hui, c'est plutôt les policiers qui sont en danger pendant les manifestations, c'est pas les manifestants. À l'époque, ceux qui manifestaient étaient vraiment en danger. La preuve, c'est qu'au mois de mai, en Guadeloupe, les Guadeloupéens ont manifesté, et ils ont eu 2 morts. Ça veut dire que Robert faisait tirer. Alors le gouverneur en Guadeloupe était Saurin, mais les ordres venaient de la Martinique. Il était prêt à faire tirer sur la foule, et donc la foule de 10 000 qui s'est répandue à Fort-de-France à ce moment-là était une foule qui avait pris des risques relativement importants. Donc il comprend que c'est joué, il s'en va sur les Milbertins, et il envoie des télégrammes. Les gaullistes ont envoyé également des télégrammes à De Gaulle et aux autres gaullistes de la région pour informer de ce qui se passait. Et il dit qu'il est prêt à partir et à donner le pouvoir aux Antilles-Guyane à un représentant de la France. Mais les choses ont traîné pendant pas mal de jours. Pourquoi ? Robert n'a pas dit « je vais donner à X ou à Y ». Mais au niveau de la résistance, il y avait un certain nombre de difficultés, notamment 2 généraux se disputaient le pouvoir. Il y avait le général de Gaulle, mais il y avait aussi le général Giraud. Et Giraud avait la préférence des Américains. Franklin Roosevelt, qui, je vous le disais, a suivi les événements jour par jour, ne voulait pas de De Gaulle. Il considérait que De Gaulle était un apprenti dictateur. Il ne voulait pas de De Gaulle. Il voulait quelqu'un qui lui fût davantage soumis. Donc, il y a eu une bagarre entre Giraud, au moment où ces événements-là se déroulaient, était aux États-Unis. Et il plaidait sa cause naturellement. Alors, in fine, quand même, Roosevelt ayant constaté que dans l'ensemble de l'Empire, c'était De Gaulle qui avait quand même la popularité, il finit par accepter qu'un représentant de la France aille prendre le pouvoir en Martinique.
Et le représentant de la France en question, c'est Henri Opnaud. Henri Opnaud, c'est l'ambassadeur de Gaulle à Washington. C'est un gaulliste, évidemment. Mais ce que Roosevelt met sur un mot à un de ses collaborateurs, c'est la chose suivante. Dites à M. Opnaud que ce n'est pas en tant que gaulliste qu'il reçoit notre soutien, c'est en tant que personnalité qui nous inspire confiance. Voilà. Moyennant quoi, il le fait quand même accompagner vers la Martinique. Une autre raison pour laquelle De Gaulle n'a pas réagi très vite entre le 29 et le 14, enfin le 6 ou le 7, parce qu'il a fallu le temps que Opnaud arrive, c'est que juste à ce moment-là, au mois de juin, Jean Moulin était arrêté, trahi, à Caluire, dans le Rhône. Il était arrêté. Et il venait de mettre en place le Conseil national de la résistance, d'où est sortie une bonne partie de l'organisation de la France après la guerre. Je fais une parenthèse pour dire que parmi les résistants, j'ai donné le nom de Calvert, Léontel Calvert. Eh bien, j'ai tombé sur un document qui est là, un discours, enfin pas un discours, une grande missive de Calvert à l'amiral Robert, qui est un discours exemplaire. D'abord, il dissèque vraiment toutes les incohérences de l'amiral Robert, de ce qu'il fait et de ce qu'il dit, également par rapport à ce que dit Pétain. Et puis, il dit qu'il faut nourrir ce pays. Et il fait un projet, parce qu'il se contente pas de critiquer, il fait un projet de développement de l'agriculture de la Martinique. Je vous assure qu'on pourrait le prendre aujourd'hui et puis l'appliquer, quoi. Tellement c'est fin, c'est technique, c'est précis. Bref, Opnaud arrive le 14 juillet, il est accompagné d'une vingtaine de hauts responsables qui prennent possession de la Martinique au nom du général de Gaulle. Et Robert reste là jusqu'au 15, et le 15, il prend le même bateau que celui qu'avait emmené Opnaud, c'est le Terrible. Il s'en va d'abord à Porto Rico, après il s'en va au Portugal. Il est jugé en 1947, je parle bien de l'amiral Robert, il est jugé par la Haute Cour qui se tient à Versailles. Et dans le même jugement, c'est pas souvent qu'on voit ça, les amis juristes ici le savent, dans le même jugement, il est condamné, il est condamné à 10 ans de travaux forcés, à la perte de ses droits civiques et politiques ou quelque chose comme ça. Mais dans le même jugement, on demande qu'il soit gracié pour service rendu. Et il est vrai, il faut le dire, qu'il a reçu sous sa responsabilité un territoire, une flotte, un stock d'or. Eh bien, 4 ans après, il était arrivé en 1939, eh bien 4 ans après, il a rendu à la France les territoires, Guadeloupe, Guyane, Martinique. Il a rendu la flotte intacte, et puis il a rendu le stock d'or intact aussi. Tout le monde n'aurait pas réussi cette performance. Donc, il s'en va, et puis, quand Opnaud arrive, eh bien, il remet de l'ordre, parce que parmi les gracieusetés de Robert, eh bien, il y avait, par exemple, l'éviction de l'administration de tous ceux qui étaient soupçonnés d'être francs-maçons, ou bien qui étaient soupçonnés d'être adversaires du régime de l'amiral Pétain. Donc, il remet de l'ordre, les élus, tous ceux qui avaient été installés par Robert sont évincés, naturellement, et puis on remet à leur place ceux qui avaient été élus par le peuple martiniquais avant la guerre. Alors, les choses ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'ami Tourtet, il crée une division de marche des Antilles, qui est formé en Martinique. Pendant plusieurs mois, c'est au lycée Schœlcher que les gens sont formés, suivent des exercices militaires. Et après, il est envoyé avec sa division dans l'Hexagone, passe par le Maroc. Ils vont
en Méditerranée, il débarque à Marseille, mais en fait, il ne participe pas activement à la guerre de ce côté-là. Et quelques mois après, c'est-à-dire au mois de mars-avril 1945, la guerre est presque terminée, et le général de Gaulle a besoin, pour son autorité dans les négociations avec les Russes et avec les Américains et les Anglais, il a besoin d'une victoire militaire française. Donc il décide d'envoyer cette troupe avec beaucoup d'autres. Il y avait autour de 40 000 militaires français dans la poche de Royan, donc du côté de Royan. Les Américains avaient déjà beaucoup bombardé, Royan avait été déjà bien détruit, mais on envoie quand même, il y avait des Allemands quand même, il y en avait qui étaient bien embusqués, on envoie ces Antillais là, avec notamment donc Tourterre, Robert, Manuel, un certain nombre d'autres. Et il se trouve qu'au moment où ils s'apprêtent à prendre possession des cibles qui leur sont assignées, eh bien, des snipers allemands s'en prennent à un groupe d'une dizaine, parmi lesquels le commandant Tourtet, donc qui est mort alors qu'il a à peine commencé à faire la guerre. Et puis quelques jours après, 3 semaines après, c'est le 8 mai, et l'armistice, enfin la reddition de l'Allemagne est actée, donc la guerre réelle pour ces Martiniquais-là n'a pas été une guerre heureuse et n'a pas été une guerre longue. Mais au moins, ils sont morts avec la satisfaction d'avoir participé très, très fortement à la libération de la Martinique. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que souvent les gens nous disent « mais où sont vos héros? Où sont vos cathédrales? Où sont vos épopées ?» La Deuxième Guerre mondiale a donné l'occasion à la Martinique, pas de construire des cathédrales, sinon des cathédrales d'honneur et de dignité, mais de désigner des héros et de montrer qu'on pouvait faire aussi bien, au moins, que de nombreux autres. Je parle des Martiniquais en général. Et ce qu'on peut dire pour terminer, c'est que si le général de Gaulle a reconnu dans ses mémoires le travail, si quelqu'un comme Fanon a reconnu dans un article le travail, c'est que c'était un travail de grande qualité et que la participation des Antillais au reste de l'épopée de la Deuxième Guerre mondiale a été, je dirais, marquée par cela. Et quand dans quelques années après, ce sera ma conclusion, quelques années après, le problème se pose de la décolonisation. Quel a été le raisonnement des Martiniquais? Il faut le dire, ceux qui avaient participé à la Première Guerre mondiale avaient été victimes de racisme, y compris dans l'armée, pas seulement de la part des nazis. Ils avaient été victimes de racisme, ils avaient été victimes de toutes sortes de manifestations de mépris. Ils savaient ce qui se passait dans certaines colonies. Je prends l'exemple du Sénégal, où il y a eu en 1945 la mutinerie et la fusillade de Tiaroy. Pour ceux qui ne le savent pas, dans la périphérie de Dakar, eh bien, on avait fait stationner un certain nombre de tirailleurs sénégalais qui avaient fait la guerre et qui n'avaient pas reçu leur salaire. Et quand ils ont commencé à manifester pour leur salaire, on n'a rien trouvé de mieux que de tirer sur eux. En 1945, sous l'autorité du général de Gaulle, à Sétif, à Constantine en Algérie, il y a eu des massacres qu'il n'aurait pas dû y avoir. Qu'il n'aurait pas dû y avoir. Les Martiniquais savaient tout cela. Ils le savaient. N'empêche que lorsqu'on leur a demandé s'ils voulaient ou pas devenir département et renoncer à la situation de colonie qu'ils connaissaient depuis le début, eh bien, ils ont été unanimes. La population a été unanime et l'expression de cette unanimité a été trouvée au niveau de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas eu un seul parlementaire, ni antillo-guyanais, ni français, pour dire non à la loi de mars 1946. C'est ça l'histoire réelle. Et donc, il y a... Alors, je rappelle que
Les Martiniquais ne voulaient pas devenir anglais, malgré le désir des Anglais d'envahir. Ils ne voulaient pas non plus devenir américains, parce qu'ils savaient le racisme qui régnait aussi aux États-Unis. Ils ne voulaient pas devenir allemands. Ils ont voulu, d'un bout à l'autre de cette aventure, disons de 1939 à 1946, ils ont voulu une seule chose, retrouver leur situation de Français à part entière. Et c'est ce qu'a exprimé. Alors, il y a un certain nombre de personnes sans culture qui croient que l'assimilation, c'était l'abandon de toute personnalité. J'en parlais à mon ami Jean Bernabé quelque temps avant sa mort. Je dis, mais il était nationaliste, hein, enfin, c'était une étiquette. Je dis, mais est-ce que ta nationalité française t'a gêné pour faire ta carrière sur le plan intellectuel, sur le plan personnel, rien du tout? Avec le beau sourire que nous regrettons tous, il m'a dit, jamais de la vie. Jamais de la vie. Et en réalité, l'assimilation, à l'époque, c'était le moyen technique, juridique de l'égalité. Rien d'autre. Mais je ne sache pas que cette loi-là nous a empêchés de faire notre boudin, de faire nos acras, de danser la biguine, etc., etc. Voilà. Donc voici, et je tiens à vous remercier de votre attention, je vais conclure là. Voici un peu une épopée martiniquaise dont on ne rend pas suffisamment compte. Je suis allé à Balata récemment. Eh bien, quand vous entrez à Balata, si certains d'entre vous sont intéressés, il faut aller tout droit, ensuite aller à gauche tout au fond, et on voit sur des wins une plaque rendant hommage, c'est très bien, à l'amiral Tourtet, mais je pense qu'on pourrait rendre hommage beaucoup plus à tous ceux qui ont fait ce travail, pas seulement à Tourtet, mais aussi au peuple martiniquais résistant et à cette époque héroïque. Merci de votre attention.